Les permis d'exploration pour la recherche d'hydrocarbures au Québec, ça fait plus d'un siècle que ça existe. Et là, on peut voir une carte. Ici, c'est la plus vieille que j'ai retrouvée, une carte de 1969, où on peut voir qu'il y a une bonne partie du Québec, la vallée du Saint-Laurent, jusqu'à Percé, qui sont vraiment sous permis d'exploration d'hydrocarbures. On peut voir qu'à cette époque-là, il y avait vraiment des majors, comme on dit, comme Shell, Texaco, etc. Si je regarde en 2002, la situation a changé. On peut voir qu'il y a quand même des permis dans les basses terres du Saint-Laurent, en Gaspésie, mais c'est un peu moins, il y en a moins dans l'estuaire, etc. Il y en a déjà en Anticosti. Et en 2006, le gouvernement du Québec est vraiment là, il se dit, là, il faut vraiment lancer les hydrocarbures. Et on peut voir que dans cette diapo-là du MRNF, il y a comme un territoire pour les hydrocarbures qui pourrait être de l'ordre de 80 000 km², un territoire terrestre. Eux considèrent que ça serait 100 % du territoire qui serait sous exploration s'il y avait 80 000 km². Et en fait, en 2009, le territoire terrestre était sous permis d'hydrocarbures à hauteur de 100 000 km². Donc, c'était plus encore que ce que le ministère espérait quelques années auparavant. Donc, comme on peut voir, du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à la baie de James, l'île d'Anticosti au complet, on peut voir qu'il y a des régions administratives qui sont couvertes entièrement par ces permis d'hydrocarbures. Maintenant, cette diapo-là, je l'ai prise à partir du site du gouvernement il y a une journée. Donc, c'est la situation actuelle. Les cases de différentes couleurs représentent les permis d'hydrocarbures des différents titulaires. Et on peut voir qu'il y a des régions comme la Gaspésie, comme le Bas-Saint-Laurent, où il y a énormément de permis, de même qu'entre Montréal et Québec. Si on regarde maintenant la proportion, on peut voir que le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est 57 % de la superficie des permis d'hydrocarbures qui s'y retrouvent. La vallée du Saint-Laurent, c'est 26 %. En 2009, les proportions n'étaient pas exactement les mêmes, mais on peut voir que il y en a de moins en moins du côté de la vallée du Saint-Laurent, donc une partie de l'Estrie qui n'est plus sous couvert, beaucoup moins dans le Saguenay également. Si on regarde l'évolution de la superficie des permis, on peut voir que de 1985 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une augmentation plus rapide vers 2006, 2007, 2008. On peut voir qu'il y a comme eu un engouement pour le gaz et le pétrole de schiste et qui explique pourquoi il y avait pratiquement tout le territoire qui était sous permis. Et depuis la période 2009-2010, évidemment, il y a un phénomène d'attrition. Les compagnies ne renouvellent pas nécessairement leur permis d'exploration. Le même graphique a été présenté par le ministre Moreau à Gaspé il y a quelques semaines. Donc, moi, ça me rassure avec les données que j'avais été chercher de mon côté. Il y a une concordance, sauf pour certaines années, mais il faut dire que moi, j'ai essayé de faire des interpolations pour avoir toujours les mêmes dates. Autrement dit, essayer d'estimer la superficie des permis le 1er juillet 2017, par exemple, et 1er juillet 2016, alors que ce n'est pas toujours facile de le voir à partir des listes des permis d'exploration. Mais à part ce détail-là, ça colle assez bien. Sauf qu'il indique un certain nombre de permis qui ont été accordés par année. Et là, ça ne colle pas vraiment. Et je me demande comment se fait-il qu'en accordant des centaines de permis, la superficie couverte n'augmente que de quelques pourcents parfois. Donc, en ce qui concerne les baux d'exploitation, dans la prochaine carte, vous allez voir apparaître des petits points rouges, mais ils sont très petits sur la carte, évidemment, parce que pour exploiter des hydrocarbures, on n'a pas nécessairement besoin de grandes surfaces. Ici, d'ailleurs, ce qu'on voit dans la région de Bécancour, ce sont les permis pour la recherche de saumure. Si on regarde Galt, on ne le voit même pas sur la carte, etc. Donc, c'est sûr que les baux d'exploitation risquent d'être beaucoup plus petits. Maintenant, les lois et règlements récemment, évidemment, ont été revus, mais il faut bien se rendre compte que la superficie à l'heure actuelle pour les permis, c'est de l'ordre de 175 km². Dans la nouvelle mouture de la loi et des règlements, il n'y a plus de superficie maximale. Avant, c'était limité à 250 km². Maintenant,
il n'y a pas de spécification à ce sujet-là. Ne peut faire l'objet d'une adjudication ou d'une enchère un territoire qui fait l'objet d'une licence d'exploration, de production et de stockage. Donc, on en a, le ministère, le gouvernement s'est vanté souvent, inquiétez-vous pas, c'est plus à 10 sous l'hectare, mais en fait, c'est encore tout ce qui était sous l'Ancien Régime demeure sous l'Ancien Régime. Et à l'heure actuelle, les prochains droits annuels payables pour les prochaines licences d'exploration, ce serait de l'ordre de 51 $ le kilomètre carré, ce qui revient à 50 sous l'hectare. Voilà. Et dernière chose, dernier paragraphe, après le 5e renouvellement, le ministre renouvelle la licence d'exploration pour une période de 8 ans. Donc, on peut voir que les différentes compagnies peuvent à partir de là, se faire vraiment un plan de match puis établir sur pratiquement, pour une grande période de temps, peuvent asseoir leur exploration sur le territoire. Et d'ailleurs, même à l'expiration de la période de 8 ans, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence jusqu'à l'exploitation. Donc, c'est assez ouvert en ce qui concerne les entreprises. La question des puits abandonnés maintenant. Eh bien, il faut se rendre compte que ça peut agir à différents égards. Premièrement, ça peut être une source de contamination à courte distance, sur le sol, à proximité du puits, mais une source aussi un peu diffuse, qui sont les émanations fugitives de méthane ou d'autres gaz à effet de serre qui ont des effets planétaires, comme on le sait. Les puits abandonnés sont également des sources d'interférences. S'il y a des infrastructures qui sont creusées, s'il y a d'autres puits qui sont forés, d'autres fracturations en vue, etc. Donc, c'est une source de danger également si le puits, évidemment, est, par exemple, sous un édifice. Comme on peut le voir, il peut y avoir des risques d'explosion parce qu'on le sait tous, le gaz naturel, c'est quand même, ça peut exploser. Donc, tout ça amène des coûts économiques qui sont récurrents pour l'État, donc, ou pour les entreprises quand c'est le cas, mais en général, c'est pour l'État. Donc, ici, c'est des problèmes de cimentation qu'on retrouve dans les puits, parce qu'une fois que le puits est abandonné, on le cimente, on fait des bouchons, et puis on voit par ici qu'il y a des canaux qui peuvent se former au travers de ces puits-là. On voit également que les différentes enveloppes de ciment se dégradent avec le temps. Donc, on peut voir qu'il y a des fissures, il y a des endroits où les gaz ou les fluides peuvent circuler. On voit également que les coffrages ne sont pas nécessairement centrés. Donc, ça amène encore là des problèmes d'étanchéité des puits. On a des puits, évidemment, des cuvelages qui sont déformés suite à la température, suite à la pression, qui sont élevés à l'intérieur des structures. Finalement, avec la corrosion, ces puits-là se dégradent et c'est pourquoi il nous faut inspecter les puits abandonnés. Si on veut vraiment respecter la loi dit qu'il n'y a aucune fuite qui doit se produire. Donc, on a deux types de fuites, les fuites qui sont à l'intérieur des coffrages et les fuites qui sont hors du puits, dans le sous-sol, qu'on appelle des migrations. C'est ce qu'on voit ici, les deux types de fuites. Les inspections, eh bien, c'est suite au travail de certains groupes citoyens que le ministère a décidé d'inspecter plus attentivement les puits orphelins. Donc, on peut voir qu'il y a eu une espèce de campagne médiatique qui a forcé le gouvernement à bouger. Et maintenant, encore là, c'est une carte qui a été prise il y a quelques jours. On peut voir que tous les points que vous voyez de différentes couleurs, les cercles correspondent à des puits qui ont été inspectés par le gouvernement l'année dernière. Donc, on peut le voir que quelques points rouges, ce sont des puits qui sont considérés non conformes par le gouvernement et la grande majorité, ce sont des points verts. Donc, dans le tableau qui est ici, on peut voir que pour l'ensemble du Québec, dernière colonne, il y a 90 % des puits qui sont considérés conformes. C'est le troisième rectangle en rouge en bas. Mais si on regarde ceux qui ont été effectivement vus par le ministère, ce n'est que 14 % et ceux qui ont été excavés, 0 %. Et ça, quand j'ai présenté ce tableau-là la première fois, les gens se demandaient si j'avais fait des erreurs. Non, non, c'est vraiment le cas. On examine les rapports du gouvernement et ensuite,
on établit certaines catégories, et ce sont même leurs propres catégories. Par exemple, on peut voir que les puits qui sont considérés introuvables sont à hauteur de 65 %. Donc, il y a 65 % qui sont considérés introuvables, mais 90 % sont considérés conformes. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs communiqués de presse à ce sujet-là suite à ce travail. Il y a eu des équipes citoyennes qui, eux, ont excavé, ont trouvé des puits avec, par exemple, ici, on voit qu'il y a des petites bulles à la surface à l'intérieur du bouchon de ciment. Je vais devoir aller un peu plus vite, juste pour dire que les groupes de citoyens attendent une première action réparatrice en ce qui a trait aux puits abandonnés. On sait que nous, on a déterminé qu'il y en a environ entre 30 et 50 % des puits qui étaient fuyants. Je parle toujours des puits abandonnés. Eh bien, on n'a toujours pas eu d'action réparatrice sur le terrain. Donc, les risques pour les municipalités, je vais aller vraiment vite. En milieu urbanisé, ici, on a la municipalité de Saint-Maurice-de-Champlain. On peut voir qu'il y a plusieurs puits abandonnés qui sont marqués par des flèches de différentes couleurs. Eh bien, à l'intérieur vraiment du milieu urbanisé, donc près d'une école, près d'une résidence de personnes âgées, etc. Donc, évidemment, il est arrivé déjà par le passé, dans d'autres juridictions comme ici aux États-Unis, des explosions qui sont dues à la présence de puits abandonnés. Donc, il y a des gaz qui s'accumulent à certains endroits. Et ici, c'est une maison qui a explosé, donc il y a eu 2 morts à ce moment-là. Donc, ça cause des problèmes. La ville de Los Angeles est obligée d'aller déterrer des puits qui sont sous les maisons et ils estiment que ça leur coûte environ 250 000 $ par puits, évidemment, pour régler la situation. Donc, je complète en disant que, afin d'inspecter un puits, il faut d'abord le localiser, il faut l'excaver et puis ensuite, il faut qu'on installe une borne inamovible. Qu'elle soit, par exemple, ça pourrait être une borne électronique ou vraiment une borne comme les bornes d'arpentage, mais il faut vraiment qu'on puisse localiser le puits. Une grande proportion de puits fuient et ceux ayant été fracturés risquent de fuir en laissant échapper de plus grandes quantités, donc il faut vraiment les surveiller de plus près. Les puits abandonnés sont souvent enterrés, mais un problème se pose en milieu agricole s'ils ne sont pas enterrés suffisamment. Parce que s'ils sont à moins d'1 mètre de profondeur, évidemment, les agriculteurs sont embêtés avec ces structures-là dans leur sol. Et les puits en milieu urbanisé sont difficiles à retrouver et peuvent se révéler dangereux. Donc, si vous avez une question ou deux, je suis à vous.